Bonjour Thierry, et vraiment je tiens à te remercier d'avoir accepté cette interview. Voilà, c'est vraiment un grand moment de partage pour moi. Je suis depuis pas mal de temps ta chaîne YouTube, ou tes chaînes YouTube même, et en fait j'avais un problème, c'est que je voulais partager avec ma communauté le plaisir que j'ai à aller au marché et acheter ces fruits et légumes frais, et vraiment voir la personne à qui j'achète les produits, la personne à qui ça me fait plaisir de donner mon argent justement contre des bons légumes frais. Et voilà, je savais pas trop comment faire transparaître ce sentiment à ma communauté. Et voilà, j'ai eu l'idée de t'interviewer puisque c'est exactement ce que j'ai retrouvé sur ta chaîne YouTube, enfin tes chaînes YouTube. Alors Thierry, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Thierry Baillet, je suis agriculteur, 45 ans, marié, deux enfants, voilà, et je suis installé en tant qu'agriculteur à la suite de mon père, donc depuis 96, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Au niveau des productions que je cultive, je fais donc de la pomme de terre, de la betterave, de la carotte, des céréales. Une partie aussi est en agriculture bio avec quatre collègues, on reviendra peut-être un peu là-dessus après. Et j'ai une activité de centre équestre aussi, étant donné que je suis dans une zone urbaine. J'ai développé dans des bâtiments qui étaient utilisés pour l'élevage auparavant, une activité de pension de chevaux. Et donc il y a pas loin d'une petite centaine de chevaux, même un peu plus, voilà derrière chez moi actuellement. Ah, mais ça fait Et beaucoup quand pour même. dire aussi, ouais, au niveau de la structure, donc j'ai mon épouse qui m'a rejoint sur l'exploitation depuis cette année, et j'ai deux salariés, voilà, sur la structure. Ah oui, donc c'est ouais, c'est une vraie entreprise. Bon, bah, t'es pas au niveau des personnes qui produisent énormément, mais c'est vrai que ça commence à être déjà une belle entreprise. Et en plus de tout le travail que tu as, donc tu trouves le temps de publier de magnifiques vidéos sur tes chaînes YouTube. Est-ce que tu peux nous les citer, s'il te plaît? Oui, alors donc il y a deux chaînes destinées, enfin une chaîne destinée au grand public qui s'appelle Agriculteur d'aujourd'hui, donc qui existe depuis 3 ans maintenant, qui doit comporter un peu plus de 200 vidéos. Il y a aussi une chaîne qui s'appelle Agriculteur Bio, donc c'est agriculteurbio.bio. Elle est plus destinée, elle peut aussi être ouverte au grand public, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. Par contre, elle est plus destinée à expliquer à d'autres agriculteurs ma démarche de la conversion en bio, voilà, passer du conventionnel, comme on l'appelle, à l'agriculteur bio. Et pour compléter tout ça, j'ai sorti aussi il n'y a pas longtemps une plateforme, donc un site internet qui s'appelle Agriculteur d'aujourd'hui. Donc agriculteur d'aujourd'hui, et sur lequel on retrouve l'ensemble des vidéos, mais aussi de mes vidéos, mais aussi d'autres vidéos qui expliquent le métier de l'agriculture. Alors c'est, j'allais dire, plus ou moins détaillé, mais on peut y retrouver plus facilement que sur YouTube en cherchant, voilà, des vidéos vraiment explicatives sur le métier, sur l'activité agricole. Ok, bah, je mettrai le lien vers ton site en bas de la description de la vidéo ou alors et aussi sur mon blog. Ouais, merci pour toutes ces précisions. Mais bon, je vois que tu as une entreprise qui tourne depuis plus de 20 ans, c'est quand même pas rien, tu as des employés, tu dois être super occupé. Et en plus, pour faire des vidéos sur YouTube, je sais que ça demande quand même beaucoup de travail. En plus, tu t'es mis cette contrainte de vouloir faire découvrir ton métier, aimer ton métier par cette chaîne YouTube. Enfin, pourquoi à la base tu as décidé de faire ça, de te lancer là-dedans? Alors donc à l'origine, ça vient d'un souci qu'a eu mon garçon quand il était à l'école. Euh, Ça me prend toujours au trip quand je parle de ça. Et il était donc dans une école en quatrième et il s'est fait insulter par ses camarades de classe, de cutéreux, de paysans, voilà, tous les termes qu'on emploie sur parfois les agriculteurs de façon péjorative. Et c'est vrai que je me suis dit comment réagir par rapport à ça. On a perdu un peu le contact. Alors je sais que toi tu le recherches en allant, voilà, en cherchant des légumes, voilà, éventuellement chez les maraîchers, c'est pour trouver le contact. Mais en général, nous en agriculture, on a perdu le contact avec le consommateur final. Et le consommateur final, j'allais dire, l'acheteur lambda, il connaît pas forcément notre profession et il ne connaît encore moins l'évolution qu'on a dans notre métier. Euh, et moi, je voulais montrer donc les pratiques que j'ai réellement. Alors, c'est vrai qu'on est souvent accusé par des médias de pollution, d'utilisation de produits phyto. Voilà, ça, on va en reparler sûrement après. Mais et donc, on est critiqué par rapport à ça, et
je pense qu'il y a eu un ressenti, une image qui n'est pas réelle par rapport à ce qu'on vit, ce que je vis moi dans mon exploitation. La technologie que j'utilise, parce on est bien plus connecté que la majorité des Français, on utilise beaucoup plus de techniques que j'allais dire, la majorité des Français. Et ça, je voulais le montrer simplement en disant, bah voilà, aujourd'hui, je vous montre... voilà, j'ai une vidéo qui explique par exemple pourquoi je fais du traitement phytosanitaire et pourquoi j'utilise du désherbant et des produits chimiques, quoi. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est une façon de voilà d'exprimer et puis de démystifier aussi un peu tout ça, parce que je pense qu'une majorité de personnes est capable de comprendre les choses à partir du moment où on leur explique. Les médias nous donnent pas la possibilité d'exprimer ces choses-là. Souvent c'est plutôt du négatif, l'agriculteur, bah ouais, ils sont tous comme ça, ils sont tous comme ça. Donc c'était pour remettre en phase simplement avec les outils de maintenant, parce que j'adore la technologie, et donc utiliser les moyens sociaux pour exprimer ça. Et c'est pas pour contrer, mais c'est pour dire, bah voilà, moi aussi, je peux aussi expliquer ce que je fais et montrer simplement mon quotidien, quoi. Oui, c'est ta vérité à toi, celle du terrain que tu nous expliques. Voilà. Et c'est vrai que pour en revenir aux produits phyto, comme tu appelles ça, on est d'accord qu'on parle ici d'engrais et de pesticides sous le mot phyto. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé ta vidéo, parce qu'en fait, je pensais qu'un agriculteur comme toi, c'était, je dis n'importe quoi, hein. Là, j'ai planté, dans 10 jours, je passe tel produit, dans 20 jours, je passe un autre, et voilà. Et c'est vrai que dans la vidéo, je mettrai le lien dans la description, on te voit aller sur ta parcelle, chercher les mauvaises herbes, en disant, il n'y a pas de mauvaises herbes, moi, j'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise, les produits phyto, ça a un coût, et ben si en plus je peux ne pas en mettre parce que, et d'un, ça me fait économiser, et deux, c'est meilleur pour la planète, et trois, bah, ça fait moins de travail aussi, je pense que voilà, t'as pas à dépendre de tout ça. Ouais, j'ai trouvé excellent cette démarche de montrer ça au travers d'une vidéo toute simple pour montrer, comme tu dis, ta réalité, la réalité, et j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est exactement ça. Il faut bien comprendre que voilà, on est des chefs d'entreprise, hein, il faut pas se tromper là-dessus. On a une exploitation, on a une famille à nourrir aussi, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, il y a deux façons. Il y a à la fois gagner plus et à la fois économiser, enfin augmenter son chiffre d'affaires et économiser sur ce qu'on utilise comme produit. Et dans les charges qui sont importantes pour une exploitation, le poste phytosanitaire dans une exploitation que j'appelle conventionnelle, donc qui utilise des produits, peut être très lourd. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'en utiliser le minimum. Alors pour une raison économique, j'allais dire, ça peut être un premier principe, voilà, mais aussi pour une raison de santé. Le premier, j'allais dire, concerné par l'usage de produits et le risque qu'il a, c'est moi dans l'utilisation. Hein, c'est voilà, on met des masques aussi pour se protéger. Certes, le consommateur a peut-être un risque. Alors après, voilà, ça c'est tout un débat et je pense pas qu'on va rentrer là-dedans parce que il peut y avoir un risque parce que c'est un produit chimique. Hein, c'est les mêmes entreprises qui font des produits pharmaceutiques. Quand on a Bayer, vous regardez une publicité, les produits pour vos chiens, pour vos chats, et puis les médicaments pour vous-même, c'est les mêmes sociétés qui réalisent du produit chimique pour la plante. Donc moi, le but du jeu, c'est de soigner mes plantes pour qu'elles se portent le mieux possible, pour qu'elles me permettent d'avoir le meilleur revenu, mais tout en utilisant le minimum, voilà, que je suis pas remboursé par la Sécu des médicaments que je mets dans mes champs. Donc j'ai quand même sacrément intérêt à en faire l'économie. Et puis il y a une notion qui arrive de plus en plus et qui rentre. Alors voilà, selon les générations, c'est plus ou moins vrai, mais de notion de rapport avec l'environnement. Et on recherche aussi, à la fois par obligation, mais aussi par goût, de diminuer l'impact qu'on a au niveau environnemental. Et donc, on va chercher aussi l'usage minimum de produits le plus raisonné possible pour éviter tout usage, j'allais dire, inutile, quoi. Ok, ouais, c'est génial ce que tu me dis. Enfin, voilà. Moi, déjà, je suis fan parce qu'au travers de tes vidéos, je connaissais un peu le monde agricole, mais le monde de l'élevage, mais pas le monde, justement, voilà, La culture. Ouais, voilà. Mais voilà, grâce à toi, j'ai découvert plein de choses et voilà, t'apportes encore plein d'informations dans cette interview, c'est génial. Alors, du coup, voilà, tu m'as aidé dans ma transition vers le bio, tu parles d'environnement. Moi, je pensais, hein, avant de voir ta chaîne, que
les agriculteurs qui voulaient pas faire de bio, ben, c'est parce qu'ils voulaient à tout prix du rendement, c'est parce qu'ils en avaient rien à faire de la planète et tout. Alors j'ai beaucoup changé d'avis quand j'ai vu tes vidéos, et j'ai vu, tu as une autre chaîne Agriculteur Bio où tu expliques certaines choses. Je veux dire, aujourd'hui ma question elle va être simple, c'est pourquoi tu passes pas en bio? Tout simplement parce que tu as l'air intéressé, mais ça a l'air facile, t'arrêtes de traiter, tu perds un peu en rendement, tu vends plus cher, et on n'en parle plus, non? Ouais, alors c'est vrai que je comprends la réaction et c'est une réaction normale. Je vais poser le problème un peu différemment. Je vais dire quand on prend un taxi ou une voiture, voilà, on pollue aussi la planète. Pourquoi demain tout le monde ne passe pas au pouce-pouce? C'est quand même beaucoup plus écologique. C'est une façon d'exprimer la différence qu'il peut y avoir entre l'agriculture bio et le conventionnel. On repart sur des systèmes qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus nécessitant beaucoup de techniques. La bio, c'est pas de l'agriculture d'arriéré, au contraire, il faut prévoir les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Quand on a un produit, on peut, j'allais dire, arrêter une maladie grâce à un produit. Quand on n'en a pas, il faut choisir avant la bonne variété. Il faut faire ses rotations en fonction et donc faire des rotations plus longues. Et voilà, il y a beaucoup de critères comme ça, désherber les maladies, enfin, les mauvaises herbes à la main. Et donc, pour donner un petit exemple qui est souvent assez parlant, on fait de l'oignon bio donc avec les collègues. Un hectare d'oignon bio nécessite 600 heures de main d'œuvre. Voilà, pour être cultivé, alors qu'un hectare de conventionnel nécessite 15 heures de main-d'œuvre. Ah oui. Donc, voilà. Donc ça donne un petit peu un rapport entre ce que nécessite la bio. Donc le passage d'une exploitation agricole en agriculture bio, il y a plusieurs critères et plusieurs difficultés. Le premier, c'est de changer son système. Comme tout humain, quand on a un système qui fonctionne, qui est stable, avec lequel on gagne sa vie, pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose de différent? Voilà, il y a une première chose. Ensuite, il y a l'aspect social, ou tout au moins main-d'œuvre, qui fait que si je me lance avec mes 70 hectares que je cultive en agriculture bio, même si on est à 4 sur l'exploitation, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc il faut créer j'allais dire une structuration, il faut embaucher des personnes pendant la période, il faut trouver des personnes qui veulent bien faire ce genre d'activité parce que désherber à la main, voilà, hein, les Américains disent en ce moment qu'ils vont chasser tous les Mexicains de chez eux, qui est-ce qui fait l'agriculture, enfin, grâce à qui on fait de l'agriculture bio en Californie en ce moment? C'est grâce aux émigrés, hein, concrètement là-bas c'est comme ça. Chez nous, bon voilà, c'est en général les Français, bien que parfois les gens des pays de l'Est qui viennent, parce que sur des métiers comme ça c'est plus compliqué. Et on peut pas non plus, on n'a pas encore les technologies, ça avance, mais on n'a pas encore les technologies nécessaires pour faire ces travaux-là de façon mécanisée, de façon industrielle. Donc voilà, c'est à la fois un changement de technique très profond. Je le compare aussi parfois avec la médecine conventionnelle et la médecine chinoise. La médecine conventionnelle soigne un problème, on prend un médicament. La médecine chinoise, en général, elle essaye de reprendre les bases et partir du fond des choses. Et si on demande à un médecin conventionnel de faire de la médecine chinoise, au départ, il va pas y arriver parce que il connaît pas. Et l'agriculteur bio, conventionnel à passer à bio, c'est le même problème. Il va devoir réapprendre des choses. Et donc c'est toute une démarche. Et pour ça, moi, j'ai pu rentrer dans cette démarche-là parce que je me suis mis avec 4 autres collègues. Ça nous permet de nous répartir les tâches. Voilà, on n'est pas astreint. Ça permet de limiter les risques aussi parce que en bio, il y a des années, on récolte pas. Hein. Une maladie va infester une culture de pommes de terre. Déjà, on sait qu'on a des bases de rendement qui sont inférieures, mais il y a des années où on récolte pas. Si on récolte pas une année, ça va peut-être aller. Si on fait 2 ans ou 3 ans d'affilée, il y a des agriculteurs qui n'ont pas bien réfléchi ça, ils ont fait faillite sur leur exploitation. Donc voilà. Et donc c'est tous ces critères-là, donc l'aspect de la difficulté de transformer sa façon de faire, les connaissances nécessaires, et puis l'aspect social et le matériel aussi, hein, parce qu'il y a des matériels différents qui sont utilisés en bio, qui font que c'est plus compliqué. Il reste encore un élément supplémentaire, c'est le marché, c'est-à-dire que le commerce en bio, on n'est plus dans des réseaux identiques à ceux du conventionnel, donc il faut trouver des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés. Et en général, les agriculteurs ne sont pas les premiers commerçants et c'est pas forcément leur fonction de base. Et donc c'est repenser un système de A à Z, quoi. C'est vraiment
comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si on disait maintenant les taxis, vous utilisez des pousse-pousse, point terminé, il n'y a plus d'autre solution. Ok, on va peut-être devoir s'y mettre, mais la transition va être compliquée, quoi. Ouais, je pense que t'as très très bien expliqué, enfin en tout cas ta réponse me convient parfaitement. C'est vrai que c'est facile, nous, dans notre petite maison de consommateurs, ou quand on choisit les fruits et les légumes, de se dire ah ouais, ben il pourrait faire du bio, mais c'est vrai qu'on s'imagine pas justement tout ce qu'il y a derrière, et tu le dis si bien, c'est que en fait toi tu fais énormément de métiers en fait. T'es manager puisque t'as une équipe, comme tu le dis, tu fais du commercial, tu négocies tes prix. Enfin voilà, il y a plein de choses encore que j'oublie. Donc ouais, c'est vrai que t'as vraiment énormément beaucoup de travail au quotidien. Donc en plus, c'est vrai que ajouter ça, ouais, ça me paraît vraiment difficile. Et comme tu le dis, c'est vrai que dans les médias, je pense qu'on n'en parle pas, mais on voit jamais dans les grands titres, il a fait faillite parce qu'il est passé au bio, quoi. C'est sûr qu'on dit les réussites, parce qu'il y a des gens qui passent au bio qui réussissent, il faut quand même le dire. Alors ça, c'est sûr, on le voit en gros, mais celui qui est passé en bio et qui a pas réussi et qui a peut-être aussi fini par se suicider parce que du coup, plus rien n'allait, il avait des dettes, alors ça, on n'en parle pas. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, on a un métier très complet et très complexe. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde aussi. Donc, j'ai la chance je veux dire, je me lève le matin, j'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais. Hein. Concrètement, ça, c'est une chose extraordinaire. Par contre, je subis aussi tout. Alors, à la fois les conséquences de mes actes, c'est-à-dire que si je fais pas bien quelque chose, ben voilà, je vais le subir et puis j'aurais fait des mauvais choix. Mais on subit aussi la météo et toutes les conditions climatiques. Et ces dernières années, je vais dire, on n'est pas gâté, hein, franchement. Et donc, si on ajoute parfois cet aspect bio, et puis alors il existe aussi chez certains agriculteurs une notion de retourner en arrière. Moi, chez les plus anciens, mon père en l'occurrence à l'époque disait non, la bio c'est un retour en arrière, je veux pas. C'est pour eux c'était voilà. Non, pour moi bon. Je veux dire, c'est une révolution. Une révolution, c'est on part d'un endroit et on revient au même. Quoi. Donc, c'est exactement la même chose. On revient à refaire ce qui s'était fait avant, mais ça se fait tout le temps et partout. Par contre, on le fait différemment. Et on peut y arriver, voilà, mais il faut comprendre que la progression, elle est pas évidente. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de façon de faire, il y a un changement d'organisation. Donc, voilà, c'est vraiment un changement de métier dans ce que je fais, quoi. Oui, puis si je reviens 2 questions en arrière, c'est vrai que quand on voit, enfin j'ai vu ta vidéo, on mettra le lien sous l'interview là, quand on voit ta vidéo où tu expliques est-ce que tu vas traiter, comment, avec quelle quantité et tout, c'est vrai qu'on a envie de dire, bah ok, le bio c'est bien, mais même ce que nos agriculteurs français font, c'est pas pire quoi, enfin faut arrêter l'image où des fois presque on imagine que vous passez avec des avions pour traiter quoi, mais... non, mais... Ouais, on n'est pas les Américains. Non, mais il y a des endroits où ça se fait. De toute façon, et puis il y a des agriculteurs qui font de l'empirique. Voilà, il y en a qui utilisent des recettes. Pour autant, il faut quand même qu'ils fassent attention parce que voilà, le budget il est là et puis à un moment, si on dépense trop, c'est pas possible. Voilà, donc comme dans toute société, il y a des gens qui sont plus raisonnables et d'autres moins. Mais c'est vrai que la tendance, c'est quand même de dire, on a intérêt à sacrément réfléchir à ce qu'on fait parce que sinon on va se tromper et l'erreur. Voilà, on s'en rend compte. Si économiquement et si techniquement on n'est pas bon, en plus j'allais dire des cours mondiaux qui sont compliqués, de l'environnement, du climat qui nous gâtent pas en ce moment, bah forcément ça devient compliqué. Et c'est vrai que tu as raison de dire que en France, je pense qu'on a quand même des notions, alors parce qu'on a des obligations aussi réglementaires. Hein, on suit en général, on dépasse les normes européennes dans beaucoup de choses. Voilà, les principes de précaution. Voilà, je suis pas contre maintenant, mais il faut aussi comprendre que on nous oblige, j'allais dire, à dire bah voilà, vous pouvez pas utiliser ça parce que bah il y a peut-être un risque de ceci ou de cela. Et à côté de ça, bah, on laisse fumer, on continue à vendre des cigarettes, et voilà, les camions continuent à polluer et on transporte. Mais ça viendra à personne de dire mais tout le monde doit passer au vélo. C'est voilà. L'idée chez les politiques, elle est beaucoup plus facile à dire. Il faut que les agriculteurs arrêtent de polluer, bah, parce que c'est tellement une minorité que bah, derrière on n'est pas des électeurs non plus, ou on l'est plus. Même si tout le monde vient au salon de l'agriculture pour se montrer, mais c'est plus pour faire sa pub que pour aller parler d'agriculture en général. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule. Mais voilà, on est dans des choses compliquées et c'est vrai que je pense qu'en France, on respecte et même celui qui veut trouver, alors qui est pas forcément bio, mais trouver du local, en général, il est rassuré aussi parce qu'il sait que
voilà, c'est produit par quelqu'un qui connaît, en qui peut-être il a confiance, et on respecte les normes et on a des contraintes qui sont très, très poussées. Je pense que c'est vrai que l'agriculture française est très respectueuse, globalement, voilà, de l'environnement et plus que d'autres, j'allais dire, d'autres pays, quoi. En plus, je vois que tu as une connaissance quand même très très large de ton métier. Tu nous parles des normes européennes, françaises et tout. Je pense qu'aussi, si tout le monde passait en bio, comme tu dis, il y a certaines années où il y a moins de récoltes, où le rendement il est pas aussi bon qu'en conventionnel, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aurait assez de terre pour nourrir tout le monde quand même? Alors, ouais, là après, ça devient des débats plus compliqués. Personnellement, je suis persuadé que oui, ce serait possible. Le problème, c'est que il faut changer tout, c'est-à-dire que il faut arrêter de vouloir profiter du café ou de l'huile de palme qu'on exploite dans certains pays et où on utilise les terres pour, j'allais dire, implanter des cultures industrielles, hein, le cacao, le café, entre autres, et donc eux devraient produire. Je pense que dans le potentiel mondial, on y arrive. Le problème, c'est que la capacité technique des gens n'est pas forcément là. Il y a des pays d'Afrique où moi, j'ai de temps en temps, avec le blog, avec les vidéos des Africains du Nord et du Sud qui me posent des questions, comment on doit faire ça, comment on doit faire ça. Je vois bien que le niveau de technicité, il est à des kilomètres de ce qu'on fait chez nous, quoi. Et donc, il y a moyen d'augmenter le potentiel de ces terres-là, par des systèmes aussi, parfois respectueux de l'environnement. On parle de permaculture ou de choses comme ça. Mais en même temps, il va falloir accepter dans ce cas-là de passer j'allais dire d'un coût alimentaire au niveau des ménages, je sais pas de quel ordre il est, mais on ne doit pas dépasser les 10%, hein, à revenir à ce qui était il y a 50 ans, peut-être 30, 40, 50%. Donc voilà, c'est un choix et je vais répondre à une question que tu vas me poser après, c'est quelle est la condition, j'allais dire, aussi, ou ce que peut faire un consommateur pour faire évoluer les choses. Moi, je dis que le premier responsable de ce qu'on fait en agriculture, c'est le consommateur. Alors, le consommateur, il est lié à la chaîne j'allais dire, les chaînes de commercialisation, hein, donc les grandes et moyennes surfaces. C'est eux qui ont implanté le système depuis quelques temps, depuis déjà quelques décennies, en disant vous pouvez manger pas cher et puis c'est le prix, donc c'est ça. Quand on regarde les publicités des grandes enseignes, c'est ça, hein, ils vous vendent un prix, ils ne vendent pas une qualité de produit, hein. Donc les Français ont répondu après-guerre pour nourrir la planète, comme on dit, pour répondre à cette demande-là. On leur a dit faites beaucoup et faites pour le mieux. Donc on a fait beaucoup, on a fait pour le mieux, et maintenant on nous dit maintenant il faut faire bien. Donc je dirais c'est maintenant aux consommateurs de dire si un agriculteur ne vend plus ses produits conventionnels, il va plus en produire parce qu'il aura plus de marché derrière. Donc si tout le monde achète en bio, tout le monde va produire bio. Voilà, c'est une réponse simple, c'est peut-être renvoyer la balle à l'autre, mais voilà, je pense que j'allais dire, le problème, il est à partager, quoi. Le consommateur a son rôle aussi, et quelque part, je pense pas que ce soit indispensable que tout le monde mange bio. Il y a des produits qu'il faut plutôt favoriser, hein, tout ce qui est fruits et légumes, j'allais dire les salades, des choses comme ça, forcément si c'est un contact direct, à mon avis il vaut mieux partir sur des produits bio. Après il y en a d'autres où quelque part il faut continuer à pouvoir alimenter une masse de population aussi qui n'a pas forcément les moyens de se payer voilà ce genre de produits. Après c'est une éducation alimentaire. Si on passe du produit industriel acheté, étouffé, ça reviendra pas moins cher que d'acheter plus cher que d'acheter ces légumes j'allais dire, dans un magasin bio, et puis les consommer, les transformer soi-même, et puis d'en faire un aliment sain. Voilà. Les deux coûts, à mon avis, sont comparables. Je sais pas s'il y a déjà des études qui ont été faites là-dessus, mais à mon avis, c'est comparable. Mais c'est un autre système de fonctionnement et c'est un réapprentissage de la cuisine. Bon, ça, je pense que tu es bien placé pour expliquer comment on doit un peu s'alimenter. Et je pense que c'est vrai que ça, c'est important de reprendre les bases, de réapprendre comment nos grands-parents faisaient à manger et de revenir un peu sur des choses un peu plus saines, quoi. Ouais, j'aime bien ton idée selon laquelle, en fait, il faut arrêter de mettre la faute sur les autres. Enfin, comme tu dis, je renvoie un peu la balle au consommateur, mais c'est vrai que moi, comme je le disais au début de l'interview, je vais au marché, je vois les petits gars à qui j'achète les fruits et légumes. Voilà, ils sont jeunes, ils sont assez jeunes, voilà, ils sont deux. Et j'ai l'impression, justement, quand je leur donne, d'ailleurs, c'est un peu cher chez eux, mais au final, je me dis, c'est pas grave. Ces euros-là, il vaut mieux qu'ils soient dans sa poche, à lui,
qu'il arrive à bien vivre, qu'il élève bien ses enfants et que voilà. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de voter avec mes euros directement en soutenant ce que je veux justement. Alors ces jeunes-là, ils font des fruits, des légumes qui ne sont pas traités, mais qui n'ont pas le label bio parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour le label bio. Et je me dis, bah oui, c'est quand même soutenir ça. Et c'est vrai que tu as raison, qu'il faut arrêter de dire que c'est la faute des agriculteurs, voilà, qui mettent les pesticides, qui traitent et tout. Et en fait, non, c'est pas vrai. Pour parler plus concrètement, là j'imagine un peu, je me mets dans la peau de nos auditeurs, des personnes qui suivent mon blog, qui te découvrent. Donc là on a eu la partie très intéressante théorique, mais par contre pour la pratique, alors sur ta chaîne il y a énormément de vidéos, c'est ce qui est super, mais est-ce que tu peux conseiller quelques vidéos phares pour des personnes qui découvriraient ta chaîne? Je vais mettre le lien en bas de la vidéo et dans le blog, pour vraiment découvrir ce que c'est que ton quotidien. Oui, alors c'est vrai que sur la chaîne YouTube c'est compliqué, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait la plateforme, donc le site internet agriculteur-d'aujourd'hui.com. Donc là dessus on a, en cherchant sur le moteur de recherche, tu mettras le lien en dessous, je suppose. Voilà, il y a une façon d'aller voir plus catégorisé, alors en choisissant soit par des tags, soit par des catégories. Donc en mettant un mot, je vais parler par exemple de l'oignon. C'est vrai que j'ai jeté un œil tout à l'heure vu qu'on en avait parlé. Sur l'oignon, on a plusieurs phases. Alors c'est en bio, là c'est en l'occurrence c'est en production bio, mais ça change pas forcément sur le fondamental de tout. Il y a une vidéo qui explique le suivi donc de la culture de A à Z. Donc comment c'est fait. C'est vrai que là là je vous préviens, si vous voulez faire toutes les vidéos oignons, c'est une soirée, mais bon. Plutôt que de garder parfois des conneries à la télé, à mon avis, ça peut le valoir, quoi. Donc, il y a une vidéo qui explique tout le suivi de l'oignon bio. Donc là, c'est quand même assez technique. Ensuite, il y en a une qui est la transformation. Donc, on passe du produit qui est récolté, donc c'est toute la récolte, la mise en conditionnement, la transformation, et on arrive au départ du camion qui part pour aller en grande et moyenne surface. Dedans, il y a aussi une vidéo qui explique comment moi j'arrive mieux à valoriser. Alors ça c'est plus destiné à des agriculteurs, mais ça peut montrer aussi à des gens comment on conditionne l'oignon. Donc il y a toute une partie conditionnement, et il y a une explication sur le fonctionnement de la filière, parce que c'est complexe, c'est une filière de commercialisation. Une fois que mon produit est fini, il doit être stocké, ensuite il doit être conditionné, transformé, ensuite il doit être transporté puis vendu, quoi. Donc il y a toute une chaîne, et que les coopératives, alors moi c'est un domaine que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes propriétaires de cet outil de transformation. On a essayé de mettre en place, qui existe déjà depuis des années. Il faut savoir qu'il y a un produit sur 3 en France qui est issu de la coopération. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Et donc il y a tout cet aspect filière, et dedans il y a d'autres vidéos aussi qui expliquent comment on fait des semences d'oignons. Voilà. Et il n'y a pas que moi qui fait des vidéos là-dessus. Donc j'allais dire, vous allez sur le site, vous allez dans les tags, vous tapez oignon, vous allez voir, il y a toute cette liste. Et puis si vous avez d'autres productions qui vous intéressent, vous allez chercher carottes, vous allez chercher voilà, vous allez trouver d'autres modes de production, et je pense que c'est un peu plus simple que d'aller chercher dans YouTube en soi, quoi. Voilà. Oui, il y a ça, et moi j'avais beaucoup apprécié ta vidéo sur l'arrachage des pommes de terre aussi. Ouais, donc c'est vrai que ça explique, et on s'imagine pas un peu comment on fait. J'allais dire, certaines personnes ont encore l'image de Martine à la ferme, hein, comme on dit, c'est-à-dire avec la fourche, le sac, voilà. Ça c'est bien gentil, mais il faut savoir que les produits agricoles en général en prix n'ont pas évolué depuis 20 ans voire 30 ans. Si on compare avec d'autres produits de consommation classiques, ne serait-ce qu'une voiture, on n'est pas du tout dans la même chose. Et pourquoi? Parce que on a mécanisé, on a mis moins de main-d'œuvre. Ça c'est un des premiers critères. C'est peut-être dommage quelque part, mais c'est l'évolution de la société, hein. Je pense que voilà, faut pas se cacher derrière des murs. L'évolution de la société fait que tout ce qui est compliqué et plus difficile à faire, on le donne à des machines à faire. Donc on a mécanisé tout ça, on a gagné du temps, on a gagné de la productivité aussi en gérant mieux, en utilisant aussi des produits plus performants, hein, les produits phyto comme je dis, ou les pesticides comme on les appelle couramment. Et donc on a fait évoluer ça, et donc on peut retrouver un peu là, entre autres dans cette vidéo, cette machine qui est certainement immense pour ceux qui l'ont jamais vue, et voir comment on arrive d'un produit qui est sale dans la terre à quelque chose qui est pas encore commercialisable, hein, mais qui est déjà très propre, et
et qui se fait dans des conditions beaucoup plus acceptables que ce que vivaient les agriculteurs du temps passé, quoi. Ouais, et tu vois, moi aussi, le sentiment que m'a procuré de voir tes vidéos, c'est pareil, donc je vais au marché, j'achète mes légumes, mais je vois quand même pas tout le travail qu'il y a derrière. Bien sûr, j'imagine mon père qui lui a un jardin, donc j'imagine un peu le travail comme ça. Mais en fait, quand je vois tout ça, tout ce travail, toutes les machines que ça demande, je me dis qu'en fait, on trouve peut-être que les légumes c'est cher, mais en fait c'est pas cher du tout. Quand je vois tout ce qu'il faut, alors c'est sûr, vous en faites des quantités, par exemple de carottes ou de pommes de terre, mais quand on voit quand même tout ce travail, tout le temps qu'il faut pour faire pousser les pommes de terre entre le premier et le dernier jour, voilà, comme tu dis, toutes ces filières, voilà, toutes ces étapes, eh bien, enfin moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, c'était pas si cher que ça, il faut arrêter. Non, non, je suis d'accord, c'est pas cher. Si l'agriculture est en crise actuellement, c'est aussi parce que ben voilà, nous on subit la pression. Il faut comprendre qu'on est les derniers maillons de la chaîne. Le consommateur, c'est pas le consommateur qui dicte les prix, hein, mais c'est la grande et moyenne surface qui, en chamaillant les uns les autres, on définissent un peu les prix des produits, quoi. Eux vont faire pression sur les industriels ou les coopératives qui vendent les produits. Pour reprendre un petit exemple que j'avais eu il y a déjà quelques temps, dans une boîte de conserve de légumes, de petits pois carottes, le prix du légume payé au producteur ne représente pas 10% du coût de la boîte de conserve vendue. Et non, c'est même pas vendu, pardon, c'est produit par l'industriel. C'est-à-dire que la conserve, le métal coûte plus cher que le contenu, quoi. Donc voilà, on s'imagine un peu. Moi, quand je dis que je vends mes carottes à, alors je vais pas dire de bêtises, 50 € pour une tonne, pour 1000 kilos. Ah, c'est vrai? Voilà, ça c'est un prix, oui, c'est un prix de marché pour un contrat. Voilà. Après, certes, ça reste du vrac, mais le conditionnement, tout ça, c'est énorme en coût à côté. Une pomme de terre en moyenne, les contrats, c'est 110 € tonne. Donc ça veut dire que ce qu'on vend à un industriel, voilà. Après, il y a toute une partie transformation qui coûte, hein. Voilà, faut pas dénigrer, hein. Le conditionnement coûte cher, le transport coûte cher. Donc voilà, il y a des coûts et j'allais dire ce que font tes jeunes qui vendent des produits sur le marché, mais ils essayent de chanter ça. Et quelque part c'est bien, mais le problème c'est qu'après nous on travaille sur du volume parce que voilà, on est obligé quand on cultive 70 hectares, ça fait quand même 700 000 mètres carrés, quoi. Celui qui imagine un jardin, c'est énorme. Pour autant, c'est une relativement petite surface pour une exploitation agricole. Et donc, bon, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais voilà, on a des coûts et des prix de vente qui sont relativement minimes. Voilà, 110 € tonne, par exemple, c'est le prix d'un contrat pomme de terre en moyenne chez un industriel qui fait des frites, quoi. Voilà, c'est le prix qu'on vend, donc ça veut dire qu'on vend la pomme de terre 11 centimes, et ça veut dire parfois qu'on la voit aussi à des prix beaucoup plus élevés dans le commerce une fois transformée. Mais là, j'allais dire, on n'est pas, malheureusement, on choisit pas, sauf si on repart sur du circuit court de la vente, on fait un magasin, et là, j'allais dire, on se réapproprie le marché, mais c'est un autre métier encore en plus, quoi. Ouais, alors, c'est vrai que pour donner un élément de comparaison, quand j'achète mes carottes au marché, donc il n'y a pas de label bio, mais je sais par honnêteté du producteur qu'elles sont pas traitées, je les paye environ 1,40 €, 1,50 € du kilo. Donc, Ouais. si je me trompe pas, on est à 1400 € la tonne. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. donc c'est vrai que Donc non. c'est-à-dire que c'est le rapport, enfin, si vous allez regarder sur la vidéo arrachage de carottes, vous allez voir à l'intérieur de mon hangar où il peut y avoir 400 tonnes de carottes. Ah oui. Mais alors, j'ai déjà eu des réflexions, hein, des clients moi qui sont aux écureuils chez moi. Mais avec ça, t'as une fortune. Ah oui, si je le prends, je le transforme, je peux le vendre directement à un client à 1,40 €. C'est vrai que j'ai une fortune. Le problème, c'est que pour tout ça, il faut mettre en place un outil de transformation, de nettoyage, parce que c'est pas les clients qui vont venir chez moi pour aller chercher un kilo de carottes et puis voilà, à la sortie, ça se fait un peu de vente, voilà, à l'arrachage. Mais le problème, c'est toujours une question de temps et d'organisation, quoi. Ouais, Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. voilà, les systèmes, pour moi, s'opposent pas. Il faut de l'industriel, de toute façon, il faut de la production industrielle, il faut pouvoir fournir à des prix, j'allais dire, assez bas. Et puis, il faut de la production plus locale pour des gens qui recherchent ce type de produit et qui réfléchissent aussi à leur alimentation. Ouais. Pour conclure cette interview, tu as commencé en disant que justement, toi, en tant qu'agriculteur, tu avais peut-être perdu ce contact
avec le consommateur qui lui consomme au travers d'un supermarché. Du coup, je me dis que voilà, je vais te laisser la parole, le champ libre. Si tu as quelque chose à ajouter à cette interview, j'aurais peut-être oublié d'aborder, voilà, pour passer un message à ce consommateur qui va peut-être justement acheter tes produits en supermarché. Oui, donc je vais reprendre un peu ce qu'on a dit et je vais rappeler que pour moi le consommateur est aussi consomme acteur. Donc c'est-à-dire il a un rôle sur ses choix. Il a un rôle sur ses choix. Alors on peut acheter du produit industriel de très bonne qualité. Hein. Le mot industriel n'est pas à bannir parce que j'allais dire il y a des industries qui font des très bons produits. Par contre, il faut savoir lire les étiquettes. Je pense que ça c'est une première chose, savoir ce qu'il y a dedans. Et puis aussi acheter intelligemment. Voilà, si on n'a pas le temps, qu'on est pressé, oui, on peut acheter un produit tout fait. On peut aussi l'acheter éventuellement, j'allais dire, chez son traiteur à côté, chez son boucher. On va payer un peu plus cher, mais on aura une qualité aussi différente. Et on peut partir aussi sur produire soi-même ses légumes. Alors ça peut être intéressant. Moi, je suis pas du tout contre à ce que les gens soient un peu jardiniers chez eux. Au moins, ils se rendent compte de la complexité, de la difficulté de choisir les bons produits, de choisir les bonnes variétés, de désherber, de savoir qu'il y a des maladies, puis que de temps en temps, mais ils ont bossé pendant des jours, et puis pour finir, il y a rien. Donc ça remet en position aussi la personne, et en général, les jardiniers comprennent mieux ce qu'on fait que quelqu'un qui a pas la possibilité. Mais pour celui qui est dans un appartement et qui peut pas faire ça, de réfléchir à son alimentation en disant comment moi je peux, si j'en ai envie, essayer de trouver une autre filière, aller dans des magasins spécifiques. Alors ça peut être du local, pas forcément bio. Hein. Souvent le local est aussi quelque chose d'un plus intelligent parce qu'il y a moins de transport, parce qu'on sait le producteur qui l'a fait. En général, ils font attention et puis vous pouvez avoir un contact direct. Ça, c'est ce que je pense demandent de plus en plus les consommateurs. Donc le fait d'acheter local plaît de plus en plus aux consommateurs, donc il va pouvoir trouver dans cette façon de faire un producteur qui est proche, en qui il a confiance et c'est intéressant, ou alors passer à la bio si ça l'intéresse. En même temps, quand on passe à la bio, il faut raisonner aussi, le bio vient de où, quoi. Actuellement en France, on est incapable de répondre à toute la demande. Si le bio vient et a fait, 3000 km en camion pour venir du nord ou du sud, voilà, il faut le réfléchir différemment. Et il y a sûrement aussi beaucoup à réapprendre que si on veut manger sainement, on va pas manger des endives en été et puis des fraises en hiver, quoi. Donc il faut aussi savoir vivre avec les produits de saison. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de cuisiniers maintenant dans des grands restaurants qui disent de toute façon c'est les produits de saison et la carte elle doit changer. Et là c'est pareil, notre carte alimentaire dans l'année elle doit évoluer parce que on peut pas demander à manger des tomates bonnes à des périodes comme en hiver, quoi, parce que sinon on est sûr de ne pas avoir quelque chose de bon. Et donc il faut réapprendre ce genre de choses et j'allais dire, c'est bien aussi d'avoir des gens qui font des blogs sur la cuisine ou sur le mode d'alimentation parce qu'au moins ça peut permettre de réfléchir à ces choses-là. Voilà, c'est être consomme acteur, donc le faire acheter consciemment et intelligemment. C'est le meilleur message, je pense, qu'il peut dire. Et puis aller voir éventuellement dans les fermes aux alentours de chez vous, s'il y en a, ou si vous allez en vacances, et puis essayer de comprendre. Il existe parfois des portes ouvertes, il y a des actions qui sont menées, et ça peut être intéressant. Et puis allez voir des vidéos qui expliquent ça. Si vous n'avez pas d'autres possibilités, au moins vous découvrirez des choses plus réelles et qui vous feront apprécier mieux peut-être notre métier, quoi. Ouais, voilà, je pense que tu as tout dit. Voilà, allez voir les vidéos de Thierry pour connaître ce métier, voir comment c'est fait, apprécier ce métier. Et du coup, vous allez voir qu'après, vous achèterez vos bons légumes, même en supermarché, avec un autre œil, parce que imaginez quand même que derrière cette carotte, ces pommes de terre, ce brocoli, voilà, tous ces aliments, il y a des personnes derrière, des gens qui ont envie de faire leur métier correctement. Voilà, donc il faut quand même en prendre compte. Et aussi, quand il faut, savoir les rémunérer à leur juste valeur, parce que voilà, c'est quand même très important, c'est quand même notre santé. De par leur agriculture, c'est leur santé. Alors on est prêt à peut-être dépenser de l'argent pour faire des régimes, des choses comme ça, mais on est moins prêt à dépenser de l'argent pour quelque chose qui est la base de notre santé, l'alimentation. Et c'est vrai que c'est dommage. Et justement, ces métiers de l'agriculture sont vraiment à la base de tout. Et c'est dommage qu'ils connaissent cette crise comme ça.
Bon, bah, merci de m'avoir donné la parole. Et puis, bah, peut-être à une autre occasion sur, pourquoi pas dans les champs ou sur place pour voir sur l'exploitation ce que ça donne. Ça marche Thierry, merci beaucoup et puis voilà, toutes les Ouais, infos sont en bas de la vidéo ou dans le blog. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview, je remercie énormément Thierry, c'était voilà, un formidable moment passé ensemble et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur le site de Thierry. Au revoir.